je vous dis personne âgée, qu'est-ce qui vous vient en tête? Solitude, vieillesse, transmission, des maladies, vulnérable, gentil, beaucoup de maladies, ou immondo, des sagesse qui fait mal, arthrose, courbé. avoir du temps, quelque chose de ne pas trop savoir quoi en faire. Ben, c'est quand on fait des conneries, qu'on casse à neuf, qu'on casse ceci, qu'on casse cela, on prend un verre, au lieu de le mettre sur la table, on le met à côté. Je suis née le 10 septembre 29. Et vous connaissez, vous, des personnes âgées? Oh, ben, il y en a plein. Qu'est-ce que c'est pour vous, une personne âgée? Ben, qui peut plus se débrouiller toute seule, qui a du mal à parler. Moi, je dis ce que j'ai à dire, et c'est pas content, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas âgée ou vieille, comme vous dites? Ben, parce que je veux toujours travailler. Moi, j'espérais retourner bêcher mon champ. Moi, ça va, mais il y en a des gens qui sont en fauteuil roulant. Oui, je me pense une jeune. Je suis une jeune. J'ai 93. J'ai plus 20 ans. Mais j'ai un bon caractère. Ne plus faire de projet, les douleurs, ne plus marcher, être en fauteuil roulant et à la charge de quelqu'un, être à la charge de quelqu'un. On a envie de tas de choses encore. Quand je vois du soleil comme ça, mon Dieu, je dirais, tiens, il existerait une colonie de vacances pour les vieux, ça serait bien, on partirait pendant un mois dans un autre endroit, au bord de la mer ou en montagne. Quand j'ai eu 80 ans, on m'a dit que j'avais un certain âge, et je prenais encore l'avion, je faisais du vélo, j'allais me baigner dans la mer, et je voyais des personnes qui avaient 50, 60 ans, qui étaient très vieilles. Et moi, je me rendais pas compte que j'étais vieux. C'est les autres qui disent, il est vieux. Hein, et aujourd'hui, il faut que j'apprenne à être un petit vieux, en avançant vers 98 ans. Et je me rends compte de mon âge, quand je vois les autres, je dis, c'est pas possible que j'ai cet âge-là. Parce que ma tête, elle les a pas. Alors mon corps, il l'a. Et votre tête, elle a quel âge? Il y a des jours, elle a 10 ans. Ouais. Puis des jours, elle en a 20, quelquefois, elle en a 50. Dans mon intérieur, si vous voulez, dans ma tête, oui. Bon, je me sens pas âgée, je me sens pas vieille. Ouais. Bon, il y a que quand je commence à bouger, à chercher mes mots, à avoir mal, alors là, je dis, ça y est, ma vieille, tu y es. Mais dans ma tête, non. Je peux pas imaginer que j'ai... C'est quoi une personne âgée? Êtes-vous âgé? Pour vous le demander autrement, avez-vous un âge? Ne sommes-nous pas tous, au fond, des personnes âgées, sexuées, des personnes nommées? Je suis Charlotte Vincent et je suis psychologue dans un service de gérontologie. C'est un service qui comprend des soins de longue durée, donc pour accompagner des personnes qui ont plus de 60 ans, qui ne peuvent plus vivre chez elles parce qu'elles nécessitent des soins médicaux accrus. Et ce service inclut également une maison de retraite, donc qui est un hébergement pour des personnes qui vont rencontrer une situation de dépendance. En fait, c'est ce que vous connaissez sous l'appellation EHPAD, mais j'évite d'utiliser des sigles qui, selon moi, nous empêchent parfois de nous représenter les choses. On m'a proposé pour cette formation en e-learning d'introduire l'accompagnement de la personne âgée à domicile. Je crois qu'avant de commencer, il est important de saisir de quoi ou de qui on parle lorsqu'on évoque les personnes âgées. En fait, ce que j'ai introduit tout à l'heure, c'est en partie pour cette raison que Jacques Messy nous indique que la personne âgée n'existe pas. Donc c'est le titre de son ouvrage écrit en 1994. Finalement, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme si flou pour parler de la vieillesse ? Ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le micro-trottoir, donc c'était des témoignages de personnes donc âgées de 10 à 97 ans. Ce qu'on a entendu, c'est que le terme de personne âgée, il est suffisamment indéfini pour qu'il devienne un espace de projection. C'est une appellation qui est à la fois familière, donc j'en connais plein, nous dit Bernadette qui a 92 ans, et étrangère. Donc une appellation à la fois familière et étrangère. Alors pourquoi étrangère ? Eh bien parce que le vieux, c'est toujours l'autre. C'est le voisin, celui qui a perdu, celui qui ne sait plus, mais c'est aussi l'autre en moi. L'expérience de vieillissement, elle nous divise. D'un côté, je suis la même,
parce que mon désir, lui, n'a pas vieilli. J'ai toujours envie de partir en vacances, nous dit Bernadette, qui est âgée de 86 ans. Je suis toujours partant pour faire du vélo, nager, nous dit Michel, qui a 97 ans. Alors d'un côté, je suis familière à moi-même, et de l'autre, eh bien, quelque chose en moi m'est étranger. Je ne me reconnais plus tout à fait dans le miroir, mon corps ne répond parfois plus à mes besoins. Pourquoi dit-on donc personne âgée ? Si je vous parle de l'accompagnement des vieux, est-ce que cela vous choque ? Si je vous parle de l'accompagnement des jeunes, est-ce que vous êtes toujours aussi dérangé ? Il existe un métier pourtant, celui d'éducatrice ou d'éducateur de jeunes enfants, dont l'appellation, elle, n'est pas remise en cause. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'accompagnateur de vieux adultes ? Pourquoi le terme de vieux devient péjoratif dans notre esprit ? En 1985, on a un arrêté ministériel qui est apparu et qui va déterminer un vocabulaire pour parler du vieillissement et de la retraite. Depuis, tous les textes administratifs qui abordent ce sujet doivent choisir leur vocabulaire parmi 42 mots autorisés. Et donc les termes de vieux, vieille et vieillard sont bannis parce qu'ils renvoient, donc selon cet arrêté, c'était l'enjeu de cet arrêté, à l'idée de déclin. Donc l'enjeu, c'était d'écarter cette idée de déclin. Alors pourquoi la maturation ferait-elle à la fois le prestige d'un vin et la déchéance d'une femme ou d'un homme ? En fait, dès qu'on va essayer de donner une définition générale du vieillissement, on s'éloigne au fond de la personnalité de celle ou de celui qui vieillit. Parce qu'il y a au fond autant d'évolution et de fonctionnement psychique que de sujets. Vieillir, c'est une expérience qui est singulière. C'est pas un état, mais c'est un processus, c'est un acte. En fait, on commence à vieillir dès notre naissance. On entend là dans les témoignages que la vieillesse peut être associée à la perte et la dépendance. Alors, est-ce qu'il s'agit d'expériences qui sont spécifiques au grand âge ? Quand on perd quelque chose, on rencontre le manque. Et c'est parce qu'on manque qu'on va se tourner vers quelqu'un et qu'on va lui formuler une demande. Ça vaut pour tous les âges de la vie. Éprouver la faim, par exemple, c'est nécessaire à l'enfant pour se faire comprendre. Il va crier, il va pleurer, il va appeler, et puis par la suite, il va parler. Donc on acquiert des capacités parce qu'on a rencontré une perte. Et pour qu'un enfant puisse s'autonomiser, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà qu'il puisse compter sur son propre corps, c'est-à-dire qu'il ait acquis une voix, une manière de porter un son, et puis une motricité pour appeler. Mais pour autant, si son corps est fonctionnel, et que l'adulte anticipe toujours ses besoins, est-ce que l'enfant va devenir indépendant ? Non. Ça signifie donc que celui qui prend soin doit être suffisamment manquant pour qu'une demande de l'enfant émerge, mais suffisamment fiable d'un autre côté pour pouvoir ensuite lui répondre. Alors pourquoi ce détour par l'enfant pour vous parler de la perte et de la dépendance ? Eh bien pour vous dire que l'expérience de dépendance va ressurgir dans notre vie à partir du moment où ces deux repères fiables, qui sont notre corps et notre environnement social, sont ébranlés. Allez faire vos courses avec une jambe dans le plâtre, vous verrez que votre autonomie, elle va en prendre un coup. De la même manière, il est possible que face à une rupture amoureuse brutale, vous recherchiez davantage le lien avec vos proches, avec votre famille. Donc dans le grand âge, finalement, c'est ce qu'il va se jouer de manière brutale, parfois et en peu de temps. Des modifications dans le corps, hormonales, biologiques, fonctionnelles, et des changements dans l'environnement social, des deuils autour de soi, des changements du regard de nos proches qui sont portés sur nous. Alors à quoi ressemble votre maison, votre appartement ? Est-ce que chacun de ses habitants va avoir chez vous son propre espace de nuit ? Admettons que vous vivez en couple, partagez-vous le même lit, la même chambre ? Est-ce que votre salle de bain, c'est un espace privé ou un lieu de circulation dans la famille ? Lors du repas, choisissez-vous de vous attabler, tous ensemble, avec ou sans la télé ? La décoration de votre habitat est-elle identique à celle d'il y a 10 ans ou est-elle différente ? Votre domicile, est-ce qu'il s'est modifié ces dernières années ? Et vous, avez-vous changé ? Qu'est-ce qui est permanent en vous ? Notre habitat, il va nous influencer. Nous influençons notre habitat. En fait, on a une communication sans cesse entre l'espace psychique et l'espace environnant.
Donc votre domicile, c'est un lieu de projection de votre vie psychique. Il va regorger d'objets de votre vie passée, il dit quelque chose du rapport que vous entretenez avec votre corps, le lien à l'hygiène, à l'intime. C'est un espace aussi où l'on garde nos secrets. Qu'est-ce que vous cachez dans vos tiroirs, dans vos coffres? C'est aussi un lieu de refuge. On va s'abriter du temps pluvieux, mais aussi des menaces extérieures, des règles sociales. On s'habille comme on veut, chez soi. Ça montre aussi la manière dont vous avez pu aménager, penser l'espace ensemble. Dans le cadre de ma pratique, je propose des temps d'analyse de la pratique auprès de professionnels qui interviennent au domicile de leurs patients. Alors, qu'est-ce que l'analyse de la pratique? Ce sont des temps d'échange collectif qui sont animés par une personne extérieure à la structure et qui se passent à distance du vif de la situation, qui les ont questionnés ou qui leur ont posé difficulté. Pourquoi à distance? Eh bien parce que ça va permettre une prise de recul. Donc les participants réfléchissent ensemble à ce que le patient a pu montrer, dire, et surtout aux effets de la rencontre sur le professionnel pour pouvoir adapter sa posture par la suite. Souvent, ils interviennent seuls au domicile de leur patient et ils sont projetés dans son espace intime. L'ambiance de l'environnement, les sons qui entourent la personne, c'est la télé, la radio, ce sont les demandes des proches ou les reproches parfois. Ce sont les odeurs du lieu, les objets personnels parmi lesquels il faut se frayer un chemin. Ce que je repère dans ma pratique par rapport au discours de ces participants, c'est que la demande s'inverse. Ce n'est pas le patient qui se rend au lieu du soin, mais c'est le professionnel qui frappe à la porte de son patient avec son bagage, donc avec ses connaissances, mais aussi avec son désir de l'aider. Alors parfois, les demandes s'accordent parce que le patient a demandé ou parce que dans l'après-coup, il peut se saisir de cette aide, et puis parfois, ça n'est pas le cas. Et c'est à ce moment-là que le professionnel a à adapter son cadre, mais aussi à se désadapter de son désir, des objectifs qu'il avait pensés pour son patient et des changements qu'il attendait de lui. L'alimentation est reliée à un élan vital. On l'entend dans des expressions. J'ai la niaque, qui est un mot occitan qui signifie déchiqueter avec les dents. J'ai plus goût à la vie. L'alimentation s'inscrit à la fois dans le lien à l'autre, donc ça je pense que vous l'avez entendu dans le cadre de cette formation. On prépare un plat avec amour, on mange pour faire plaisir à, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Mais ça s'inscrit aussi dans la séparation avec l'expérience de sevrage. Donc le manque fait partie de la question alimentaire. On va percevoir dans toutes nos habitudes alimentaires comment on se positionne face au manque. Si je prends un exemple, vous avez devant vous une boîte de chocolat ou une boîte de bonbons que vous appréciez particulièrement. Eh bien, en combien de temps est-ce que vous allez la manger? Est-ce que vous choisissez d'abord de manger les meilleurs chocolats ou au contraire, les gardez-vous pour la fin? Choisissez-vous de manger des aliments que vous appréciez particulièrement, seul ou accompagné? Alors, être témoin de quelque chose qui ne va pas dans les habitudes alimentaires, de celui qu'on aime ou que l'on soigne, va confronter à une inquiétude, voire à un réel sentiment d'impuissance. C'est une situation qui convoque. Comment je réagis face au manque du manque de celui que je considère? Comment je réagis face à celui qui n'a plus faim, plus l'envie, ou alors qui ne fait pas ce qu'il faut pour bien vivre, et qui pourtant ne s'en rend pas compte? C'est quoi le risque face à cette urgence? C'est que nos propres inquiétudes viennent boucher son désir. Que face à l'urgence qu'on ressent, on aille trop vite et qu'on y perde au passage la personne concernée. Ça cristallise les positions de chacun. Que l'un, d'un côté, s'emmure dans son refus et que l'autre se sente encore plus impuissant. C'est un cercle vicieux parce que parfois, plus on a besoin d'aider l'autre, moins il se sent en besoin et plus on se sent impuissant par rapport à son propre désir. Et c'est face à ce genre de situation que je vous proposerai de réfléchir ensemble dans la formation, à partir soit de mises en situation que je pourrais apporter, soit de situations que vous avez pu rencontrer dans votre pratique. Je laisse le mot de la fin à Bernadette Vion et Michel, qui, eux, ont fait appel à des intervenants au domicile par le passé et qui ont accepté de vous témoigner de leur expérience dans le cadre de cette formation. Quand j'étais chez moi, je faisais ma cuisine.
Je m'occupais de mes repas. Bon. Alors, personne n'intervenait. L'infirmière regardait un petit peu. Hein. Quand j'étais dans mon lit, rentrait à la cuisine, elle ouvrait le frigo pour voir s'il y avait quelque chose dedans, discrètement. Ouais. Et vous, ça vous faisait quoi qu'on ouvre le frigo? Elles sont gentilles, parce que j'avais confiance. C'était pas de l'intrusion. C'était pour savoir s'il avait ce qu'il fallait. Alors, fallait... Si la personne, il y a des liens avant, respectueux de l'un de l'autre, ça pose pas de problème. Hein. Quelquefois, je devrais des yaourts que je n'avais pas achetés. Ça m'est arrivé de trouver un éclair au chocolat. Il y a eu des auxiliaires de vie, puisqu'on les appelle ainsi, qui étaient charmantes, qui m'aidaient bien, qui me comprenaient, qui savaient ce que j'avais besoin, bon, et qui restaient telles qu'elles étaient, c'est-à-dire des auxiliaires de vie. Par contre, j'en ai d'autres qui se mêlaient de vouloir gérer mes affaires, gérer mes courses, gérer mes papiers, Moi, je pouvais le faire. J'ai mon ordinateur, j'ai ma banque sur l'ordinateur, j'ai mes papiers, je le fais encore. C'est mon ordre à moi. Hein, si je range des papiers dans le placard, j'y penserai plus. Alors, tout ce que je dois répondre ou réfléchir, c'est toujours en évidence. Hein, on a chacun son ordre. Hein, Hélène, ménagère, elle veut tout mettre en ordre, classer, que tout soit bien nettoyé, ça va plus. Et j'ai admiré certaines infirmières. Quand elles arrivaient, elles disaient bonjour, elles enlevaient leur manteau, elles mettaient la blouson, ça prenait le temps, et elles regardaient. Elles regardaient le monsieur qui était là, et elles regardaient ce qui était autour. C'était pas indiscret, mais quel était l'ordre qu'il y avait dans la maison, dans la cuisine. Et j'ai découvert qu'elle découvrait beaucoup de choses. Quand la vaisselle était pas faite, quand tout ça était laissé à l'abandon, et à poser des questions après. Comment que ça va aujourd'hui? L'infirmière s'intéressait à la personne qui venait là. Elle venait pas soigner un malade. Elle venait soigner Michel, qui était malade. Parce que malade n'est qu'un adjectif. C'est pas un nom. Quand elle arrive pour la première fois voir quelqu'un, elle a la technique. Elle vient pas faire une piqûre, une paire de fesses. Elle vient rencontrer quelqu'un. Elle ne sait pas qui c'est. Elle a un nom, une adresse, un numéro de téléphone. Alors faut qu'elle ouvre ses yeux, ses oreilles, son intelligence pour savoir qui c'est. Il a quel âge? Alors elle a peut-être un bout du dossier, sa maladie, tout ça, mais elle ne sait pas qui c'est. Elle fait une piqûre à quelqu'un qui est une personne unique, qui ressemble à aucune d'autre. Alors faut qu'elle écoute. Et qu'elle écoute pas seulement avec ses oreilles, mais avec ses yeux. Parce que les yeux entendent beaucoup plus que les oreilles. Et croyez un sourd.